Phasme en cours, des balles fusent, des fusées tombent autour de nous. Le monde croule sous les bombes, défends ta position. Charge ton fusil, mets la baïonnette au canon. Le monde croule sous les bombes, c'est la guerre, y'a des canons partout. Faut que phasme en cours, des balles fusent, des fusées tombent autour de nous. Le monde croule sous les bombes, défends ta position. Charge ton fusil, mets la... On va commencer. Bonjour à tous. Je vais vous demander de mettre sous silence vos portables, s'il vous plaît, pour ne pas être trop dérangés. Donc, je vais commencer par une brève introduction en français, parce qu'on n'a pas de traducteur en arabe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut nous aider. Puis je céderai donc la parole à Monsieur Patrick Bécaud. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Patrick Bécaud d'être venu du Canada et à tous ceux qui sont présents donc, pour cette rencontre sur la Libye. Donc un remerciement spécial à Monsieur Mohamed Feda qui est parmi nous, le journaliste, et bien sûr à Monsieur Gentes qui est notre collaborateur depuis quelques années et à ceux qui nous ont donc offert cet espace. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais Al-Bamat Talent Africa, donc notre organisation, organise périodiquement des campagnes d'information à Malte et en Tunisie, sous la forme de séminaires, de projections débats et de publications. On a des publications que vous pouvez voir ici dehors. Et on publie en français et en espagnol pour le moment. On fait aussi des brochures, même pour enfants. Et notre dernière publication est une publication sur la Libye. On a traduit donc un livre d'un sociologue et d'un militant espagnol, on l'a traduit au français. Donc voilà, le but de notre association, c'est d'accroître la solidarité avec les pays donc, progressistes de l'Amérique du Sud et de l'Alliance bolivarienne. Alliance bolivarienne des peuples, donc. Et bien sûr, d'apporter notre soutien aux pays qui mènent une lutte de libération nationale face aux attaques de l'OTAN et à ses alliés. Nous sommes tous bénévoles, sans aucune subvention, d'aucune fondation. Nous nous autofinançons. C'est important de le dire. Donc, ce n'est pas la première fois que nous organisons des débats sur la Libye. Nous l'avions fait à Malte en 2015, en présence de l'analyste politique éthiopien, je ne sais pas si vous le connaissez, Mohamed Hassan. Et vous pouvez le visionner sur notre chaîne YouTube si vous comprenez l'anglais. Et donc on avait été très contents de la présence massive de Libyens et de Maltais qui étaient venus à cette occasion. Je ne sais pas si vous savez, mais Malte a une histoire étroite donc, avec la Libye, puisque quand elle devint indépendante en 1964, la Libye aida financièrement cette petite île, puisqu'elle s'était retrouvée donc, à court d'argent. Et donc, il y a une histoire étroite, comme je disais, jusqu'en 2004, date de l'entrée à l'Union européenne. Donc, pour passer à la Libye, quelle est la situation aujourd'hui de la Libye, 7 ans après la Révolution? Comme vous l'entendez donc tous les jours dans les informations, le peuple libyen doit faire face à de graves conséquences économiques, sociales, politiques et humanitaires qui résultent directement de l'agression impérialiste de l'OTAN. Un tiers de la population libyenne a dû partir en exil après l'agression militaire de l'OTAN, bien qu'on me dise que beaucoup de Libyens sont aujourd'hui revenus chez eux, bien heureusement. Et on calcule à 2% le nombre de Libyens qui ont été donc massacrés par les bombardements qui durèrent, je rappelle, 7 mois et dont l'OTAN largua plus de 30 000 bombes. Donc la Libye est devenue un État en faillite. Il existe aujourd'hui 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir et le pays donc, est toujours en guerre. Il s'est converti en une arène pour les groupes islamistes et des milices qui se disputent le pouvoir par la torture et l'effusion de sang. Je ne sais pas si vous avez entendu les récentes nouvelles concernant l'esclavage de populations africaines, le massacre aussi des populations Kaweda, et les conditions dont vivent aussi les migrants qui sont parqués dans des véritables camps de concentration.
Donc cette intervention qui nous a été présentée comme une libération s'est avérée catastrophique. Donc je rappelle que la Libye était le pays avec l'indice de développement humain le plus élevé de l'Afrique. C'est très important de le dire et de le rappeler. Donc la bataille pour l'information, en particulier sur ce sujet, est difficile, car c'est la bataille pour la vérité. Sommes-nous manipulés par tous les conflits majeurs et la propagande de guerre? Qui censure? Et plus important encore, pour servir quels intérêts? Ce sont des questions que nous nous posons. Je ne sais pas si vous vous rappelez les paroles du général américain Wesley Clark lors d'une interview en 2011 sur les guerres en Afghanistan et en Irak, où il révéla un document du Pentagone datant de 2001 où il était inscrit dans ces mots. Ceci est un document qui décrit comment nous allons détruire 7 pays en 5 ans, en commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. Ceci démontre qu'il y a bien un programme, un projet de néocolonisation et de domination de la part de puissances comme les USA et ses alliés, ou ce que Samir Amin, l'économiste égyptien, appelle donc la triade. Pourquoi donc les violences néocoloniales qui sont dues à la crise structurelle du capitalisme nous sont-elles cachées? Pourquoi les médias nous présentent cette agression comme une libération d'un peuple face à un tyran sanguinaire? Il faudrait, selon nous, replacer cette agression dans son contexte, en mettant l'accent sur les contradictions propres au capitalisme et à l'impérialisme qui sont dues directement à la crise de 2008 et à la transition d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire qui se traduit par l'émergence de nouvelles puissances économiques, notamment en Asie, avec la Chine, l'Inde et la Corée, les BRICS aussi, par exemple, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le Sud-Afrique, ou encore le projet d'intégration de l'Amérique du Sud, qui est le projet de l'ALBA. C'est un projet que nous, en tant qu'association, nous soutenons. Donc à ce stade, il est important de révéler les cartes qui sont jouées par l'impérialisme. Bon, nous savons que c'est un concept qui n'est pas très à la mode, surtout dans certains milieux universitaires et dans une certaine gauche, mais pour nous, c'est un concept central et pertinent. Donc je vous invite à relire ou à découvrir les écrits de Vladimir Ilyich Ulyanov, donc de Lénine. Notre devoir est d'exposer les intérêts qui nous sont cachés par la presse marchande et par les intellectuels qui sont servis à la bourgeoisie financière et monopolistique. Pour le dire brièvement, nous avons le devoir de repousser la désinformation. Et pour repousser la désinformation, nous avons pensé donc qu'il était plus que nécessaire d'inviter aussi en Tunisie, puisqu'il a été maintes fois invité en France, le chercheur et géopoliticien M. Patrick Beko, congolais du Canada, et qui est auteur donc du livre Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïria arabe libyenne. Il est donc un des plus importants géopoliticiens contemporains du monde africain et auteur de plusieurs publications, comme La guerre secrète en Afrique centrale, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale et d'autres publications que vous pourrez découvrir par la suite. Donc, qui était vraiment Mohamed Kadhafi? Pourquoi a-t-il été tué? Qu'en est-il des accusations portées contre lui? Que se passe-t-il avec le printemps arabe? C'est à ces questions et à d'autres questions, bien sûr, que répond cet ouvrage qui est solidement documenté. Il a été préfacé par Michel Rimbaud, ancien ambassadeur français et professeur de sciences politiques. C'est un travail de longue haleine. Il a mis plus de 4 ans pour recueillir ces informations et nous avons donc pensé qu'il était très important de le partager avec le public tunisien et de divulguer ce livre. Donc, pour notre association, renforcer l'anti-impérialisme et le mouvement international pour la paix est crucial pour l'avenir de l'humanité. Pour finir, donc, nous voudrions lancer un appel en faveur des réfugiés africains que nous avons rencontrés à la Maison de la Jeunesse de La Marsa, qui sont, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui sont là depuis 2011 et qui demandent donc une solution pour leur situation aux autorités internationales. Ils sont de 9 nationalités différentes et proviennent du camp de Choucha en Libye. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui sont en contact avec... Choucha en Tunisie, c'est pas en Libye. Non, en Libye.
Ah, d'accord. Et après, on les enfants. Oui, c'est ça. Mais, à la Barça, en attendant les solutions. oui, mais ils sont là depuis 2011. Et donc, ils demandent aux autorités. Ils ont un site. Pardon? Ils ont un site sur web des réfugiés. Enfin, Non. ils ont des outils, je crois. Non, ils n'ont rien du tout. Non, non. Non, parce que je me suis intervenu. Trouver les photos là. J'avais écrit quelque chose avant-hier. Mais non, mais ils n'ont rien du tout. Eux, ils demandent la réouverture de leur dossier et ils demandent justement que l'Office des migrations internationales ou le commissariat pour les réfugiés des Nations Unies puissent intervenir et réouvrir leur dossier. Ça, c'est leur appel. Un site sur web. Non. Avec des photos, parce que j'avais écrit quelque chose. Ah oui, vous aviez écrit, oui, bien sûr, mais eux, ils n'ont pas de. Je ne vais pas vous aider, mais enfin, parlez-moi que j'ai. Oui, je sais qu'il y a eu quelques articles qui ont été écrits, oui. Donc, voilà, vous pouvez aussi donc, nous contacter à notre mail si vous souhaitez proposer des actions ou des débats qui rentrent dans les principes que nous défendons. Voilà, moi j'en ai fini. Je passe donc la parole à M. Patrick Bécaud et j'espère que vous aurez une enrichissante rencontre. Voilà. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être un peu lent et vous allez m'excuser un peu parce que je suis grippé. Mais j'ai quand même tenu à être là et à échanger avec vous, à discuter avec vous sur la question du guet, un dossier sur lequel j'ai travaillé pendant près de 4 ans. 4 ans parce que, en commençant mon travail d'enquête, comme tout enquêteur, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai eu à découvrir. Il n'y avait pas seulement la guerre de 2011 que nous avons vécue, mais je me suis très rapidement rendu compte, en m'intéressant au dossier du bien, qu'on ne pouvait pas le comprendre si on n'avait pas le regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire. Pardon. Pourquoi je parle de rétroviseur de l'histoire? Simplement parce que Kadhafi dérangeait beaucoup, il s'était fait beaucoup d'ennemis, et la guerre qu'on a vue en 2011, la guerre lancée par l'OTAN en 2011, n'a pas commencé en 2011. Pour moi, cette guerre a commencé dès l'arrivée de Muammar Kadhafi au pouvoir. Et c'est pour cette raison que j'ai le sous-titre de mon livre, c'est 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïa africaine. Quand on s'intéresse à ce genre de dossier, surtout sur un personnage, excusez-moi, surtout sur un personnage comme Kadhafi, il faut une certaine distance critique. J'étais un peu au milieu de plusieurs tiraillements, si on peut dire comme ça. Il y avait l'OTAN, je regardais l'OTAN, cette machine à propager la mort qui agissait en Libye, et d'autre part, il fallait examiner quand même aussi l'attitude, le comportement de Kadhafi sans a priori, sans parti pris. Parce qu'il y avait d'une part ceux qui étaient des pro-Kadhafi, pour qui Kadhafi n'avait commis aucune erreur, il y avait d'autres qui étaient contre Kadhafi et qui le diabolisaient. L'enquêteur, lui, ne cherche pas à prendre parti, mais à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ce défi que je me suis lancé et j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé sans parti pris, sans a priori. Et donc, pour faire ce travail, je me suis basé sur plusieurs sources, des sources ouvertes. Je me suis aussi basé sur des sources confidentielles. J'ai eu accès à de nombreux documents. Certains documents étaient confidentiels à l'époque. J'ai discuté aussi avec des témoins directs et indirects. Et mon enquête a commencé en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud, rencontrer quelqu'un, un diplomate, et je travaillais sur une guerre, les guerres qui se passent en Afrique centrale. Et arrivé là-bas, le monsieur à qui je parlais à la fois aborde la question libyenne avec moi.
Alors, je me rappelle à l'époque, Human Rights, l'ONG américaine, avait publié un rapport sur l'assassinat, les circonstances de la mort de Kadhafi. Et on discutait de ça, ce diplomate m'a dit écoutez, cette version est incomplète. Je lui ai demandé pourquoi elle est incomplète, pourquoi. Et il me raconte que pendant les bombardements, l'OTAN discutait avec Kadhafi. Ah bon? Ok. Et à la fin de notre discussion, il m'encourage à écrire sur la Libye. Connaissant un peu ma façon de travailler, ma rigueur de travail, il a beaucoup insisté et à partir de ce moment, j'ai décidé de comprendre ce qui s'était passé en 2011. Pourquoi il s'est lié et pourquoi Kadhafi a été assassiné. Et très rapidement, je me suis aperçu que Kadhafi, ce n'était pas en fait la première, c'était la dernière tentative d'assassinat, il a réussi en tout cas en 2011, mais ce n'était pas la première. Et je me suis rendu compte que les premières tentatives d'assassinat, c'était 3 mois après l'arrivée de Kadhafi au pouvoir. Alors là, j'ai voulu comprendre, mais pourquoi, qui était cet homme qui, parce que dans le livre, je détaille plusieurs opérations clandestines des services de renseignement, et d'ailleurs, je vais revenir sur certains d'entre elles. J'ai voulu comprendre, mais pourquoi autant d'opérations secrètes contre un seul homme? Alors j'ai commencé, je me suis dit, je vais étudier le cas Kadhafi de sa naissance à sa mort. Et effectivement, avant que Kadhafi ne devienne, avant qu'il ne prenne le pouvoir en 1969, la Libye était dirigée par le roi Idriss. Et elle était considérée comme une sorte de protectorat anglo-saxon. Il y avait des bases américaines et britanniques en Libye, et le pétrole libyen ne profitait qu'aux multinationales occidentales. À cette époque, ce sont les compagnies pétrolières américaines qu'on appelait les 7 sœurs, donc les 7 plus grandes compagnies pétrolières au monde, qui décidaient du prix du pétrole. Alors Kadhafi va grandir dans cet environnement, dans la pauvreté la plus absolue. Il va voir comment les multinationales pillent son pays, il va voir comment les bases américaines, les bases américaines et britanniques libyennes vont soutenir l'action d'Israël dans la guerre de 6 jours, parce que ça c'est très important. Ce sont les bases américaines et britanniques qui étaient en Libye qui vont permettre à Israël d'avoir le dessus sur les pays arabes pendant la guerre qui les avait opposés en 67. Et Kadhafi voit tout ça, il est frustré. Alors, il va s'organiser, il va décider de prendre le pouvoir à l'âge de 13 ans. À 13 ans, il commence à organiser ses amis d'école. Ils vont mettre en place une cellule clandestine à l'âge de 17 ans. Et ils vont s'organiser comme ça jusqu'à prendre le pouvoir le 1er septembre 1969. Et ce jour-là, en fait, les États-Unis eux-mêmes avaient prévu de faire un coup d'État contre le roi Idriss, qu'ils voulaient remplacer pour mettre son fils ou son neveu, qui était proche aussi des Occidentaux, parce que le roi était déjà très vieux. Et Kadhafi est au courant de ce projet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abriter son projet derrière le projet américain. Donc le 1er septembre, quand Kadhafi fait le coup d'État, les Américains pensent que c'est leur coup d'État à eux. Alors qu'en réalité, c'est Kadhafi et ses amis qui sont cachés derrière. Alors quand le commandant de la base américaine appelle les conjurés pour demander mais qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas bien, les amis de Kadhafi lui disent oh ne vous inquiétez pas, c'est dans le plan comme prévu. Ils disent ok, il n'y a pas de problème. Or, c'était des jeunes Libyens, Kadhafi a 27 ans à l'époque, qui sont derrière la conjuration. Et pendant 2 semaines, on ne saura pas qui en fait le coup d'État. Le roi Idriss est déposé, Kadhafi et ses amis prennent le pouvoir, mais pendant 2 semaines, ils ne disent rien du tout. Ils vont convoquer les ambassadeurs des États-Unis, de l'URSS, de la France, de la Grande-Bretagne, et ils vont leur dire, écoutez, là, les choses viennent de changer maintenant, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas toucher à vos intérêts. Et donc, les ambassadeurs occidentaux seront contents. 2 semaines plus tard, Kadhafi se fait voir devant la foule, tout le monde est surpris, mais c'est ce jeune-là qui était... parce qu'on le connaissait déjà très jeune, il avait l'habitude de manifester contre les velléités impériales, contre le gouvernement, et tout le monde savait un peu qui était ce jeune-là turbulent. Et quand on le voit ce jour-là, 2 semaines après le coup d'État, les gens sont surpris. Et Kadhafi, quand il arrive, les premières décisions, c'est d'exproprier les intérêts occidentaux qui étaient présents en Libye et qui se payaient sur la dette. Donc ce qu'il va faire,
il va nationaliser les banques et il va demander aux bases américaines et britanniques d'évacuer la Libye. Aux États-Unis, il y a une réunion d'urgence qui s'est tenue à ce moment-là. Henry Kissinger, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, le monsieur diplomatie, l'ancien monsieur diplomatie américaine, Henry Kissinger va présider une réunion qui va rassembler les membres du service secret américain. Et là, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? On les renverse, on fait comment? Et là, certains membres du service secret américain vont dire, écoutez, on ne va pas les renverser. S'ils veulent que nous évacuions nos bases militaires, il n'y a pas de problème, en autant que nos intérêts pétroliers ne soient pas touchés. Et c'est comme ça que les Américains vont évacuer leurs bases, les Britanniques aussi vont fermer leurs bases, et Kadhafi va se frotter les mains. Mais ce que les Occidentaux ne savaient pas à ce moment-là, c'est que Kadhafi planifiait déjà la nationalisation des compagnies pétrolières. Alors, il a convoqué quelques mois après les patrons des compagnies pétrolières qui étaient en Libye, il leur a dit, écoutez, il faut que vous augmentiez le prix du pétrole. Puisque ce sont eux, le prix du baril, parce que ce sont eux qui décidaient du prix du pétrole. Et Kadhafi a dit, moi je veux l'augmenter. Alors au lieu de le faire, je vous demande de le faire. Ils se sont moqués de lui. Elles étaient tellement puissantes qu'ils se sont mis à se moquer de lui. On dit, bon, on le traitait carrément d'apprenti sorcier. Alors Kadhafi, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel aux compagnies indépendantes. Les compagnies pétrolières indépendantes qui étaient en Libye n'avaient pas d'autre source d'approvisionnement à part la Libye. À la différence des grandes compagnies qui pouvaient s'approvisionner au Moyen-Orient, dans d'autres pays du globe. Les compagnies indépendantes n'avaient aucun moyen. Et alors Kadhafi va les convoquer, il va les menacer de fermer leur puits s'ils n'augmentent pas le prix. Pourquoi est-ce que Kadhafi fait ça? Parce que si l'une des compagnies augmente le prix, toutes les autres compagnies seront obligées de suivre, d'emboîter le pas. Et c'est ce qui va se passer. La personne que Kadhafi invite à augmenter le prix s'appelle Armand Hammer. Pour ceux qui vont lire le livre, je commence d'ailleurs le livre avec son histoire avant d'introduire Kadhafi, parce que ce monsieur avait obtenu les puits à l'époque du roi Idriss et il était devenu très puissant. Mais il n'avait pas d'autre source d'approvisionnement par la Libye. Et c'est sur lui que Kadhafi va exercer plus de pression pour pousser les compagnies pétrolières à augmenter le prix. Et en 1970, c'est ce qui va se passer. Donc, quand le prix augmente, c'est pour la première fois dans l'histoire du monde que les compagnies pétrolières occidentales se sentent impuissantes devant un État qui décide de faire monter le prix du pétrole. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que les pays de l'OPEP vont aussi augmenter le prix. En fait, c'était Kadhafi qui menait la barque. Et ça, les Occidentaux ne l'oublieront jamais. Parce que les compagnies pétrolières, elles sont très puissantes, on sait comment elles sont, comment elles règnent aujourd'hui, mais elles ne pouvaient pas comprendre qu'un jeune homme de 27 ans, avec ses amis, vienne leur imposer une augmentation de prix avec les conséquences qu'il y a eu après. Parce que Kadhafi ne s'arrête pas là. 3 mois après, il reconvoque encore. On va encore augmenter les prix du pétrole. Alors là, les compagnies pétrolières sont perdues. Le patron de Shell dira, d'ailleurs, en ce moment même, nous avons le choix entre la soumission et la débandade. Donc ça vous donne une idée de ce que cette politique énergétique du Kadhafi représentait aux yeux des puissances occidentales. Et aux États-Unis, les Américains commençaient à voir rouge. Ils étaient plus contents là. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? En Grande-Bretagne, on va organiser une opération pour éliminer Kadhafi. Elle va échouer. Pardon. Et les Américains seront tiraillés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient divisés sur la politique à mener contre Kadhafi. Ou on le déstabilise, ou on le maintient au pouvoir, mais on essaie de négocier avec lui. En même temps, il y a d'autres à Washington qui se disaient qu'il faut laisser Kadhafi tranquille parce qu'il est anticommuniste. Nous sommes en pleine guerre froide. Les Américains se disent, si on déstabilise Kadhafi, on ne sait pas qui va arriver après lui. Alors mieux vaut dealer avec ce monsieur, puisqu'il est anticommuniste, on est au moins assuré d'une chose, c'est que les Russes ne vont pas s'implanter dans la région. Et la politique américaine au début sera cette politique attentiste, d'observation en se disant qu'il finira peut-être un jour par changer. Mais il faut dire que de 69, quand Kadhafi prend le pouvoir en 75,
les Libyens qui étaient parmi les populations les plus pauvres de la planète, 44% de taux de mortalité infantile à l'époque. Mais 5 ans plus tard, la Libye sera parmi les pays les plus prospères. Et en 76, on va détruire le dernier bidonville en Libye. En 76, c'était le dernier bidonville qui va fermer. Et en Occident, on suit tout ça. Et Kadhafi hérite parce qu'on se dit, et c'est qui ce gars-là, ce bébé qui se prend pour le centre du monde? Parce que Kadhafi ne s'arrête pas seulement à nationaliser les intérêts étrangers. Il commence à soutenir des mouvements révolutionnaires à travers le monde. Il s'invite dans le conflit tchadien, que la France considère comme son précaré, sa zone d'influence. Il s'invite jusqu'aux Philippines, il soutient les Amérindiens jusqu'en Australie, il soutient le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, il soutient tout le monde, tous les mouvements qui sont considérés par les Occidentaux comme des mouvements, entre guillemets, terroristes, si on veut. Et tout cela irrite beaucoup en Occident. Et le premier chef d'État qui décide d'en finir avec Kadhafi, officiellement, c'est Giscard. Giscard, le président français, Giscard d'Estaing. Alors, Giscard d'Estaing a convoqué Marange, le comte de Marange, qui était le patron des services secrets à l'époque, la DGCE. Il va lui demander de monter une opération clandestine contre Kadhafi. Et à partir de ce moment-là, il y aura une succession d'opérations secrètes pour l'éliminer et toutes ces opérations ne vont pas aboutir, elles vont échouer. Et l'une des opérations d'ailleurs, ça c'est encore terrible, l'une des opérations aura lieu à la fin, au début des années 80. À ce moment-là, qui est au pouvoir aux États-Unis, Jimmy Carter. Jimmy Carter ne veut pas bousculer Kadhafi parce qu'on sait, je vous l'ai dit, il est anticommuniste, donc ça arrange les Américains quelque part. Mais ils sont de plus en plus irrités parce que Kadhafi intervient un peu partout. Il déstabilise aussi certains pays parce qu'il faut dire qu'il ne soutient pas seulement les mouvements révolutionnaires, il déstabilise aussi certains États, ce qui irrite ses voisins. Sans compter le fait que, ça je n'ai pas relevé, les tentatives d'union avec les pays de la région. Il a essayé une tentative d'union avec la Tunisie, il a essayé avec l'Égypte de Nasser, après ce sera sa date, il a même essayé avec le Maroc qui est un peu plus loin, il a essayé avec plusieurs États et toutes ces tentatives ont échoué. Parce que certains chefs d'État considéraient que Kadhafi était un peu zinzin dans sa tête. Donc ça ne tournait pas, ça ne marchait pas. Alors, à la fin des années 70-80, il y a un avion de ligne italien, la compagnie Italia, avec 67 personnes à bord. L'avion est dans les airs lorsque, pouf, il disparaît des radars. Bon, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, on parle d'accident. En réalité, ce n'était pas un accident. C'est que les pays de l'OTAN voulaient assassiner Kadhafi. Alors, ils étaient sûrs que Kadhafi allait emprunter la route, parce qu'il devait se rendre à Malte, quelque chose comme ça, et ils étaient au courant. Alors, les avions de l'OTAN étaient prépositionnés déjà dans les environs, pour qu'une fois qu'on va voir son avion, on va l'abattre. Or, Kadhafi avait été prévenu par un pays ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de direction et il y avait un avion de ligne italien, donc le fameux avion italien, c'est les Italiens qui passaient par là. Les pays de l'OTAN, comme c'était la nuit, ils se sont dit sûrement, mais c'est l'avion de Kadhafi, ils n'ont pas pris le temps de vérifier, ils ont tiré sur cet avion avec toutes les personnes qui étaient à bord. Et pendant des années, cette vérité sera étouffée. Sera complètement étouffée, on va dire c'est un accident, après on va dire oui, mais c'est une affaire. Les médias ont commencé à soupçonner un pays de l'OTAN, lequel on ne sait pas. Cette affaire a été résolue en 2013, seulement, quand la justice italienne a demandé à l'État italien de payer 100 millions d'euros aux familles des victimes. Là, c'est juste une opération parmi tant d'autres. Alors, une autre opération qui est intéressante, mais qui avait apporté aussi, c'est on a pris des chars d'assaut, des chars de combat qu'on a peints aux couleurs égyptiennes, qu'on a installés à la frontière avec la Libye, on a emmené des cadavres des gens qui sont morts, qu'on a plantés par terre. On ne va accuser la Libye d'avoir tué ces gens, d'avoir attaqué l'Égypte, et l'armée israélienne et américaine allait intervenir pour déstabiliser la Libye. Donc il y a eu ce genre d'opération tout le long des années 70-80. Alors, en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir en France.
Et ça, c'est un tournant important parce que les années 80 vont marquer un tournant important dans la stratégie occidentale contre Kadhafi. Pourquoi? Parce que, un, il y a Ronald Reagan qui arrive au pouvoir à la Maison-Blanche en 80-81, et vous avez François Mitterrand qui arrive au pouvoir en France. Ce qui fait que les Américains changent d'attitude à l'égard de la Libye, complètement. Cette fois, ils décident de l'éliminer